En fait, les personnes qui sont dites dépendantes ou la personne qui va être précipitée par la maladie ou une famille qui va être précipitée dans une fin de vie, en fait, elles arrivent dans un autre temps. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de repositionner ça dans la société. Où bien sûr c'est un temps, le temps du travail, le temps de l'hyperactivité, on court partout. Et en fait, par exemple en soins palliatifs, l'entrée dans une unité de soins palliatifs, c'est très particulier, c'est un autre temps. Voilà, c'est le temps d'une vie suspendue parfois, le temps de l'accompagnement, le temps est beaucoup plus long. Et c'est vraiment une particularité, je dirais, à mon avis aussi, qui peut jouer sur une relation aidant-aidé. Si l'aidant ou les aidants sont encore aussi dans ces deux temps, et ça peut arriver, ça peut les entraîner dans un burn-out, à mon avis aussi. Voilà. Et donc j'ai une remarque à faire autour de la cancérologie. Voilà, je m'occupe d'une équipe mobile de cancérologie. Et je suis très impliquée avec l'association Nénuphar en cancérologie. Donc, on arrive maintenant, avec la pathologie cancéreuse, dans une maladie qui est devenue, pour moi, une maladie chronique, puisque au vu donc, des progrès, des avancées, aussi bien en termes de diagnostic que de traitement, en fait, on peut avoir un cancer pendant très longtemps. Être, je dirais, presque en phase palliative, parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Qu'est-ce que c'est que le palliatif, le curatif ? Des cancers plurimétastasés, normalement, on n'en guérit pas. On fait des chimiothérapies qui vont stabiliser, voilà. Et donc, on arrive avec des pathologies chroniques qui sont extrêmement longues, qui frappent des gens jeunes, des enfants, bien sûr, mais aussi des gens jeunes en pleine activité. Donc ça déstabilise aussi toute une famille, un réseau social. Et là, on arrive sur une souffrance de l'aidant qui est, je dirais, particulière. Au moment de l'annonce d'un cancer, c'est un exemple que je donne aux familles qui souffrent, bien sûr, et puis qui, je dirais, culpabilisent de souffrir. Donc là, on revient sur... au moment de l'annonce d'un cancer, on est à deux dans une pièce. Excusez-nous. Le mieux, c'est ça ne me dérange pas, si ça dérange personne. C'est pas gênant. C'est pas grave. Voilà, au moment de l'annonce d'un cancer, je veux dire, c'est une bombe. Hein. Donc bien sûr, ça va bouleverser. Il y aura un avant, un après. Et l'annonce est parfois faite, ou souvent faite, ou en tout cas, autour, il y aura une famille. Et en fait, c'est une famille complète, ou c'est un couple qui se prend la bombe dans la figure. Alors, on va dire, dans l'image que je donne aux familles, celui qui est malade et qui a le cancer, c'est comme si lui, tout d'un coup, il se retrouvait paraplégique dans un lit, voilà, il ne peut plus bouger, voilà. Mais la personne à côté, on va imaginer un couple, hein, donc ce que vous appelez les dents, lui, il est dans le lit à côté, et il a une jambe cassée. Voilà, ils sont dans le même accident de voiture. Toutes les personnes qui vont venir les visiter, du réseau relationnel, je dirais la société en elle-même, quand vous rentrez dans une chambre pour visiter quelqu'un, là, en fait, tout le monde va se précipiter autour de la personne qui a le cancer. Et alors, ben oui, est-ce que ça va mieux? Comment ça va? Tout ça. Et ignore complètement l'aidant à côté, qui, il faut bien le dire, s'il avait eu l'accident tout seul et qu'il avait une jambe cassée tout seul, il y aurait plein de gens qui seraient venus lui rendre visite, lui apporter des fleurs, lui apporter des chocolats, en lui disant « ça va, ça fait pas trop mal ». Eh bien oui, ça fait mal aussi quand dans une famille, un cancer est annoncé et que voilà, le conjoint, le fils, la maman, le papa souffrent aussi. Mais toutes les attentions vont être tournées, voilà, vers la personne malade, et ça contribue à accentuer encore la souffrance d'une famille. La particularité aussi dans cette pathologie, c'est que obligatoirement, et j'ai envie de rebondir un petit peu sur votre témoignage personnel, bien sûr, un petit peu votre révolte aussi. C'est un témoignage très incomplet. Oui, mais donc avec une révolte qu'on sent bien, une souffrance qu'on sent encore. Hein. Oui. Voilà, c'est normal. Mais donc pour vous dire que c'est aussi difficile, et là je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure dans le handicap, monsieur.
c'est-à-dire en fait la présence aussi des familles et aidants. Et à ce moment-là, on va se dire en tant que soignant, par exemple en tant que médecin, en tant que bénévole en soins palliatifs, vous avez dû être confronté à ça. Et donc vous, là, j'ai ce questionnement. Qu'est-ce qu'on accompagne en premier ? Vous voyez tous les questionnements qu'il y a aussi sur le terrain. Qu'est-ce qu'on doit accompagner ? Le patient ou la famille ? Parce qu'à un moment, il y a des enjeux aussi à ce niveau-là. Alors, nous, on essaye, et on apprend en soins palliatifs, je dirais, de prendre le noyau, avec les deux au centre et d'essayer. Mais on l'a bien dit, c'est aussi au centre une zone de conflit, d'enjeux, je dirais, de peur, bien sûr, de beaucoup de colère. Et la colère, c'est quoi ? La colère, c'est de la peur. La colère, c'est de la révolte. La colère, c'est de la souffrance. Donc, en fait, on se trouve avec je parle en tant que soignant, je suis vraiment sur le terrain. Donc, vous voyez aussi tout ce qui se joue à ce niveau-là. Et la question d'une espèce aussi parfois de concurrence entre l'aidant et l'aidé, et qui a le plus besoin d'aide à un moment ou à un autre. Enfin, je soulève d'autres questionnements, des questionnements de terrain. En même temps, je trouve que toutes les initiatives, c'est super. Moi, je pense aussi qu'on va se diriger vers... il va falloir obligatoirement créer ou voir émerger d'autres prises en charge, autour du bénévolat certainement, d'autres prises en charge sous forme d'une santé peut-être plus solidaire aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer d'attendre des financements qu'on n'aura plus. Et à force d'attendre, on ne fait rien. Donc je pense que il faut aussi être acteur de la santé que vous voulez avoir demain, de l'accompagnement que vous avez envie d'avoir demain. C'est vraiment ce que j'ai aussi envie de dire en étant sur le terrain. Voilà. Merci. L'enjeu que vous soulevez, j'ajoute simplement que les économies que l'État croit faire en déléguant cette responsabilité de soins et de services aux aidants, on se rend compte que ça leur coûte actuellement, et c'est la raison pour laquelle ils se préoccupent de cette question, beaucoup plus cher de s'occuper de l'aidant qui arrive à l'hôpital, lui, parce qu'il est épuisé, fatigué, malade, physiquement, psychiquement. C'est pourquoi la souffrance de l'aidant, il faut aussi s'en occuper. Non, mais je suis tout à fait d'accord, bien sûr qu'il faut aussi s'occuper de la souffrance de l'aidant, mais je pense qu'on ne va pas aussi pouvoir attendre des financements toujours. Je ne suis pas persuadée qu'il y aura plus de financement plus tard, même pour les aidants. Je crois qu'à un moment, il faut aussi se responsabiliser nous-mêmes, je parle en tant que citoyen, dans une prise en charge, plus personnalité, plus de territoire, plus, à mon sens, je choque peut-être, mais je pense que c'est très bien de se battre pour avoir des financements. Mais en même temps, il y a le terrain. Sur le terrain, je pense qu'il faut aussi faire des choses et pas forcément attendre les financements pour les faire. Voilà. Mais c'est... Voilà. Je ne suis pas persuadée, on ne peut pas continuer économiquement comme ça, je ne pense pas. On va faire autrement. Il faut être très créatif. Merci. Moi, je m'appelle Franck Lancio, je suis directeur d'une maison d'accueil temporaire en Flandre-Maritime, sur Dunkerque. Mais également, je suis le délégué régional du GRAT. Le GRAT, ça veut dire groupe de réflexion sur l'accueil temporaire, en fait. C'est une association qui a été créée en 1997 à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Olivin, qui est aujourd'hui le directeur général de cette association et qui est parent, donc aidant, mais également professionnel. Et en fait, depuis 1997, Jean-Jacques Olivin cherchait à faire reconnaître le droit au répit, donc ce mot qu'on a utilisé jusqu'à présent, parce qu'effectivement, il rencontrait beaucoup de personnes qui étaient dans des situations de grande détresse. Et pour ça, il s'est fait aider par un politique. Un politique qui s'appelle Jean-François Chaussy, qui est député, qui était député, qui reste député honoraire, et qui est aujourd'hui notre président, et qui était également le rapporteur de la loi de 2005.
il y avait 2 enjeux à l'époque. C'était d'abord travailler sur le décret d'accueil temporaire. Donc le GRAT a été mandaté dans des études nationales donc pour préparer ce décret. Et Jean-François Chaussy voulait absolument que cette notion de répit puisse apparaître dans la loi de 2005. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Donc effectivement, on a tous un peu bénéficié de tout cela. Aujourd'hui, le GRAT, c'est 80 établissements. Association, pardon, donc au niveau national. C'est une représentation également au niveau national, donc au niveau du CNCPH. C'est également dans les groupes de travail, qu'ils soient nationaux ou départementaux aussi. C'est la volonté de continuer à promouvoir sous différentes formes l'accueil temporaire, que ce soit les plateformes Répit Famille, ce qu'on entend aujourd'hui, que ce soit le baluchonnage également, que ce soit l'accueil temporaire tel qu'on le conçoit nous de manière plus classique dans un établissement qui est dédié. Et voilà, c'est encore tout ça aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail donc vis-à-vis de cela. Deuxième point, c'est la maison d'accueil temporaire qui est directement issue, effectivement. Pardon ? La maison d'accueil temporaire qui est directement issue de tout ce qui a été créé au niveau d'accueil temporaire. Donc un établissement qui est ouvert en mars 2009, qui accueille aujourd'hui 88 personnes différentes. En tous les cas, c'est des chiffres au 31 décembre, mais ce n'est pas complètement arrêté vu que l'année n'est pas finie. Donc, sur des modalités d'accueil temporaire de 90 jours par an, qui ne sont pas d'un seul tenant, qui sont séquencés en fait. Donc, soit un accueil de jour, soit un hébergement. Nous avons un hébergement de 6 lits. Mais plutôt que de le faire d'une manière littérale, je l'ai précisé il y a quelques minutes, je vais le faire au travers d'une situation qu'on a connue et qui illustre de manière très dramatique, effectivement, tout ce que vous avez pu dire, et qui remonte en juillet 2009. On était à 3 mois de notre ouverture, et puis un mercredi matin, je reçois un appel d'un monsieur qui était en panique, me disant « je vais être hospitalisé, il faut absolument que je puisse confier ma femme à quelqu'un ». Son épouse avait un traumatisme crânien depuis les années 2000. Il refusait toute intervention extérieure depuis ce moment-là. Et on sentait bien, et je sentais bien qu'effectivement, il y avait une demande qui était urgente et qui était important qu'on s'assied un petit peu sur nos procédures d'accueil, tout simplement, qu'on aille un peu plus vite. Donc j'ai mobilisé notre médecin autour de ça. Et j'ai reçu également l'appel du médecin traitant qui m'a dit il faut absolument que ce monsieur soit hospitalisé. Ça fait quand même 6 ans qu'il se trimballe avec une pathologie cardiaque majeure. Et un jour, il va laisser sa peau, quoi. Le service d'aide à domicile avait permis, pendant 6 mois d'intervention, à ce que ce monsieur prenne conscience de ça et fasse la démarche de nous appeler. Et il nous a appelés, on s'est rencontrés le mercredi après-midi. Donc, il savait qu'on existait, mais on n'avait que quelques mois, mais il ne savait pas si c'était pour lui. Donc, il m'a présenté à son épouse. Et puis, on a convenu ensemble qu'on allait complètement s'asseoir sur une procédure d'accueil, sinon on ne l'aurait jamais accueilli avant des mois et des mois. Et on s'est donné rendez-vous le lundi matin, 9h30, parce qu'on avait une place qui se libérait à ce moment-là. Et moi, j'ai pris l'engagement par rapport à ce monsieur qu'on accueillerait son épouse, en accord avec notre médecin, et que lui, il parte à l'hôpital. Donc, il venait déposer chez nous son épouse, et il partait directement à l'hôpital. C'était convenu comme ça, avec son médecin traitant et le CHD. Sauf que ce monsieur n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé parce que le lundi matin, à 9h30, on a appris qu'il était décédé, le matin à 8h. Et effectivement, donc, tout ce que vous avez pu dire là déjà depuis 1h30, 2 heures, effectivement, je ne vais pas faire la longue litanie de ce qu'il a dit en termes de lourdeur, de sentiments d'isolement, de détresse humaine, je veux dire, c'est vraiment de choses qui ne sont pas exprimées, qui sont quelque part aussi inexprimables à un moment donné. Donc c'est un petit peu tout ça, nous, qui nous a passé l'expression, un petit peu mis le pied aux fesses, donc un coup de pied aux fesses, parce qu'on s'est dit, nous aussi, en tant que professionnels, on doit peut-être aussi faire l'effort, parfois, de se mettre à la portée, tout simplement, et puis accompagner, c'est être à côté de la personne, et c'est pas forcément projeter pour elle, et c'est d'être là, en tous les cas, au bon moment, dans des demandes qui peuvent être aussi diverses que l'écoute, aussi diverses que la demande technique. La personne d'AG2R le soulignait. Donc c'est vraiment ce qui nous anime et reconsidérer un petit peu le savoir expert du professionnel tout-puissant dans l'institution médico-sociale qui nous dessert plus qu'il nous sert en fait. Donc, et cette réflexion-là, en fait, on la partage au niveau d'un groupe. On a la chance d'être sur Dunkerque dans
un noyau, on va dire, un tissu associatif très très fort en fait. Hein. Donc, et il y a 6 ans, il y a ce qui a été nommé, enfin ce qui était appelé un comité d'entente territoriale. Alors c'est quoi un comité d'entente territoriale? Tout simplement, c'est la collaboration, j'ai envie de dire, de toutes les associations et du secteur public sur Dunkerque. C'est la mise en commun, ce sont des synergies, c'est aussi des groupes de travail qui sont issus. Et en fait, je pilote un groupe de travail d'aide aux aidants. Et on s'est posé la question il y a 3 ans, quand il a débuté, savoir ce qu'on allait y faire dans ce groupe. Hein, par quel bout on allait le prendre, parce que la notion d'aidant familial, c'est quelque chose qui nous parlait. Sans nous parler, c'était vraiment obscur, quoi. Et puis on s'est dit, si on part du principe que l'accompagnement, c'est d'être à côté de la personne, ben, on va monter ce qu'on appelle alors, une formation, le terme est impropre, et il n'est certainement pas approprié, en tous les cas, ce qu'on a appelé trucs et astuces au quotidien. Et on s'est dit que plutôt que de le faire... trucs et astuces au quotidien, vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Oui. En fait, on s'est dit que ce qui faisait le dénominateur commun à tout ça, c'était la souffrance. Et que la souffrance n'appartient pas à la maladie d'Alzheimer, elle n'appartient pas au polyhandicap, elle appartient à tout le monde en fait. Hein. Donc on a voulu rechercher ce qui faisait écho en fait au travers de tout ça pour monter cette formation, ce groupe à un moment donné. Et puis ça c'était en 2012 et effectivement cette action de formation a bien fonctionné. On l'a reconduite cette année, en fait, avec d'autres personnes, et c'est ce qui est aussi toujours intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui s'en vont de ce groupe, parce qu'elles prennent d'autres fonctions, mais d'autres arrivent. Hein, donc, on l'a reproduit pour savoir si, effectivement, on ne se trompait pas, quand même, quelque part, et effectivement, cette action-là a effectivement bien marché, aussi. Et on s'est dit, on allait la modéliser, on allait la repérer, la répéter plusieurs fois sur l'année. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on s'est dit, on va peut-être aussi penser à la journée nationale des aidants. Et là, quand on s'y est intéressé, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'initiatives, mais que ça manquait de coordination, que c'était un petit peu ça partait dans tous les sens. Et la volonté, là, c'est il y a 3 semaines, un mois, c'était de se dire, mais finalement, l'année prochaine, est-ce qu'on n'allait pas nous faire une journée territoriale d'aide aux aidants ? Et puis peut-être à un moment donné aller plus loin, parce que c'est vrai que dans toutes les demandes qu'il peut y avoir, on entend qu'il y a des demandes plus techniques, administratives, des demandes humaines, et peut-être trouver, je ne sais pas, que peut-être ce groupe de travail puisse s'émanciper, tout simplement. Hein, donc ça, c'est à l'avenir, c'est quelque part en gestation, il faut qu'on grandisse encore avec cette idée-là, mais en tous les cas, c'est ce qui anime chacune des personnes, hein, et c'est très bien comme ça. Alors, un peu comme monsieur tout à l'heure, là, je vais un peu planter le décor. Donc, la Massif est souvent connue comme assureur de la famille. C'est une mutuelle, c'est un acteur majeur de l'économie sociale. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons répondu à l'invitation d'AG2R La Mondiale, de Mme Grenier notamment, et que je remercie, parce que nous avons des valeurs communes. Solidarité, innovation. Et c'est ainsi qu'en 2002, nous nous sommes emparés de la problématique de la perte d'autonomie. On en parlait tout à l'heure au sens large du terme. Hein. C'est-à-dire les personnes âgées, certes, mais aussi les personnes en situation de handicap ou le conjoint qui est atteint d'un cancer ou qui a un AVC. Donc, en 2002, on s'est emparé donc de cette problématique et de ses répercussions sur les aidants. Donc, quelques années plus tard, en 2007, nous avons monté un site qui s'appelle Avec les aidants, avec lesaidants.fr, qui est un site qui est reconnu, sur lequel à la fois les aidants peuvent trouver des réponses administratives, etc., mais aussi, surtout, dialoguer entre eux ou avec des professionnels. Il y a un forum qui existe. Actuellement, ce site va être refait. Il devrait être tout à fait nouveau ces jours-ci. Voilà. Alors, ça, c'était en 2007. En 2010, nous avons lancé un grand débat au niveau national à travers des ateliers citoyens. Donc, vous avez eu quelques échos par vidéo.
Donc ces ateliers ont permis essentiellement à des aidants, mais aussi à des professionnels, et je crois que vous en faisiez partie, monsieur, à Lone Plage, hein, de tête comme ça. Il y a eu donc des ateliers citoyens dans toute la France, il y en a eu 2 sur la région, et cela a permis de remonter et de faire des états généraux, 1 millier de personnes réunies. Et de ces ateliers citoyens et de ces états généraux, ces ateliers citoyens donc, et ces états généraux ont débouché sur un manifeste, sur 15 propositions qui ont été un plaidoyer, que vous avez d'ailleurs dans vos pochettes, et ces propositions ont été remises au pouvoir public. Alors il y a des choses qui ont évolué depuis, c'est fort heureux. Il y a encore des choses à faire évoluer, mais bon, c'est comme ça. Hein, alors au niveau régional, nous accompagnons des structures. Alors il y a Vie Partagée 62. Hein, je vois qu'il y a la maison d'Aloïs également que nous avons aidé à un moment donné. Entre aidants, oui, qui me fait signe. Et bon, on essaye. Quelqu'un parlait aussi à plusieurs reprises. On a parlé de faire ensemble. Et effectivement, enfin, c'est pas pour rien si notre signature, c'est la solidarité est une force. Et effectivement, quand on est plus nombreux, on avance plus vite.